Il y a des moments dans nos vies où on ressent le besoin de changer de direction professionnelle. Ça peut être motivé par un manque de satisfaction dans notre travail, une perte de motivation ou tout simplement l'envie de poursuivre une nouvelle passion. Ce podcast s'intéresse aux solutions qui s'offrent à nous pour accéder à un métier qui nous fera enfin vibrer. Le chemin de la reconversion peut sembler effrayant, rempli de doutes et d'incertitudes. Mais c'est aussi une opportunité pour atteindre un quotidien professionnel qui ait plus de sens pour nous, qui nous donne une meilleure qualité de vie et qui nous permet de nous épanouir pleinement. Bienvenue dans notre podcast sur l'épanouissement professionnel, où on vous invite à découvrir des histoires inspirantes, des conseils avisés et des astuces pour réussir votre reconversion. Osez rêver, osez changer de cap et devenez le héros de votre propre histoire professionnelle. Bienvenue pour ce nouveau podcast chez Sensei. Hello Sarah. Salut, Ça va? ça va et toi? Super bien. Merci en tout cas d'accepter de Avec nous plaisir. rejoindre, de faire Avec ce plaisir. podcast. Bon, on va pas se mentir, on se connaît. Hein, Ouais, et on était une invitée, finalement, je ne suis pas allé chercher très très loin. c'est vrai. Et des Quelque fois, on n'a part. pas besoin. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Mhm. Et je sais qu'on en a déjà un petit peu discuté, c'est un sujet qui te parle pas mal, qui te touche pas mal. Clairement, oui, oui. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait intéressant qu'on puisse faire un petit podcast sur ce sujet. Ok. Avant toute chose, ce serait cool que tu te présentes un peu Ouais. pour les personnes qui ne te connaissent pas. Moi, je te connais bien, mais les gens ne te connaissent pas. Et bah, très bien. Merci je suis contente d'être là déjà et puis pouvoir justement parler un petit peu de moi, de ma vie. Du coup, donc moi, je suis Sarah Majdoul, donc la responsable RH au sein de Sensei. Et je viens d'avoir une petite fille il y a 1 an maintenant. Euh, et du coup, voilà, pour parler justement de l'équilibre vie pro, vie perso, là, on est en plein dedans. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et Carrément, je suis très c'est pour contente ça que je suis venu te voir. de pouvoir en parler. Mais toi, ça fait du coup combien de temps que tu es chez nous? Et ben écoute, depuis le début, donc finalement, ça fait bientôt 3 ans. Ouais, quand même. Bientôt 3 ans, ouais, ça passe. J'ai commencé en tant que responsable recrutement, donc au départ, on était 5. Et Ouais. aujourd'hui, on est plus de 60, donc c'est une belle évolution, une belle croissance. Et du coup, mes missions se sont un peu plus affinées. Et du coup, aujourd'hui, je suis vraiment sur un poste, je gère tout ce qui est social et la vie des salariés. Tu as eu une vraie évolution de poste. Clairement, très clairement. Et en parallèle, du coup, pour suivre cette évolution de poste, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc là, j'ai attaqué un Master 2 en ressources humaines pour justement... C'est super intéressant ça, je pense que tu vas pouvoir nous en parler. Ouais. Mais du coup, avant, tu venais d'où, avant Sensei? Et ben avant, donc au niveau de mon parcours, donc pour revenir à très loin finalement, parce que je suis Pas assez... si vieille que pas si jeune, hein, pas si jeune. Mais du coup, donc oui, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai 35 ans. Donc historiquement, moi, j'ai fait des études en marketing et en vente. J'ai fait une licence d'économie et un master en marketing. Et puis du coup, j'ai été ingénieure commerciale pendant plusieurs années pour Bouygues Télécom entreprise. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer dans le recrutement, tout simplement. Et ensuite, donc je suis partie, je me suis externalisée, non, je suis partie sur Lyon et je suis revenue ensuite sur Aix-les-Bains sur le poste de responsable recrutement. C'est hyper intéressant ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé finalement du côté commercial au côté RH? C'est quoi? C'est un déclic? Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Ça a été un déclic parce que finalement, quand on est commercial, on est au contact des gens hein, au quotidien. Et souvent, on me disait, mais Sarah, ça se passe super bien, les liens que tu tisses avec tes clients, on sent que c'est vraiment bienveillant, c'est vraiment, tu fais vraiment attention aux autres. Et en fait, voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai dit, tiens, peut-être que les RH, c'est peut-être quelque chose qui pourrait me plaire. Et en fait, j'ai une amie qui était sur Paris, qui avait son cabinet de recrutement et qui m'a dit, écoute, Sarah, viens faire une immersion professionnelle chez moi. Et puis comme ça, tu vois un petit peu si ça te plaît, si ça te parle, etc. Et du coup, j'ai dit, allez, go, j'y vais. Donc, je suis partie 2 semaines à Paris. Et en fait, je me suis éclatée. Donc, elle m'a mis tout de suite dans le bain. Elle m'a dit, tiens, je te laisse faire l'entretien. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que le RH, c'est quand même, il y a toujours cet aspect relationnel. Et du coup, voilà, je m'y suis retrouvée. Et puis, la partie avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, c'est aussi des choses qui me conviennent et qui me plaisent. Ouais, top. Voilà. Top. Et du coup, alors, je t'ai coupé tout à l'heure, Ouais, excuse-moi, oui. hein, mais c'est super C'était intéressant de voir un petit peu d'où tu venais, en Mhm. fait. Et du coup, aujourd'hui, tu as repris tes études après
Combien de De temps nombreuses années. d'entreprise? Une dizaine d'années Ouais, c'est plus, ça, ouais, une non, dizaine. ouais, c'est Ouais. ça, une dizaine d'années, ouais, grosso modo, ouais, à 35 ans, ouais. Donc j'ai repris un master parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que au sein de Sensei, j'apprends beaucoup de choses parce que rien de mieux que de prendre en main un métier au réel, hein, finalement, au quotidien. Mais c'est vrai qu'il me manquait aussi certaines notions, et notamment des connaissances qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître, que ce soit en droit social, que ce soit sur la partie juridique. Et du coup, ce master-là me permet justement comment dire, d'améliorer mes connaissances, parce que les compétences, finalement, je les améliore au quotidien sur mon travail, au sein de mon travail. Mais c'est vrai que sur la partie connaissances, c'était important pour moi, en tout cas, de valider un master sur cet aspect-là. Voilà. Et aujourd'hui, alors c'est une question que j'ai envie de poser à une RH, tu vois. Ouais, dis-moi. C'est aujourd'hui, est-ce que le diplôme, il a toujours autant d'importance? Alors, clairement, je pense qu'en France, je te dirais que oui. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, et on le voit dans les offres d'emploi, on voit souvent sur un poste RH, niveau de diplôme, ou alors pas forcément un niveau, mais au moins un diplôme en RH pour appuyer justement peut-être cette partie sociale, cette partie juridique, je pense. Après, clairement, et moi en tant que RH, j'ai deux profils. Un profil qui a 3 ans d'ancienneté en tant que responsable RH et un profil qui n'a pas d'expérience mais qui a un diplôme en RH. Je vais prioriser la personne qui a l'expérience finalement, tu vois. Ok, tu m'as Donc, fait peur, j'ai eu peur que tu répondes non, non, l'inverse. non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout. Mais voilà, mais je pense quand même que c'est Mm. bien à CV identique. Si la personne, elle a un diplôme plus l'expérience, et alors que la personne n'a pas le diplôme et n'a que l'expérience, on choisira la personne qui a le diplôme et l'expérience finalement. Donc voilà. C'est un choix qui doit être hyper compliqué comme ça, quand tu as des... Alors, on part sur un sujet un peu RH, mais c'est une petite... parce que c'est super intéressant, et je pense que ça intéresse tout le monde, c'est justement toi en tant qu'RH, quand tu es face à deux CV finalement, où il y a autant de points forts, et c'est vachement intéressant, le mec qui vient de sortir d'études, Mhm. il n'a pas d'expérience. Donc, Ouais. il a fait un super diplôme, machin. L'employabilité, elle doit être un peu compliquée s'il n'a pas eu d'expérience en alternance ou des choses comme ça. Donc un CV. Donc qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce qui ferait que il serait un petit peu bankable finalement, qu'on a envie de l'embaucher? Parce que tu sors de, je sais pas, l'école en fait. T'as Ouais, jamais ouais. vraiment connu le monde de l'entreprise. Tu fais comment? Alors, tu fais comment? Tu peux tomber sur des entreprises qui ont conscience de ça, finalement, des jeunes diplômés qui n'ont pas l'expérience, mais qui ont des connaissances et qui vont finalement être formés au quotidien. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait de dire, ok, moi j'ai un diplôme en RH, je vais peut-être rentrer par la petite porte. Je sais pas, commencer dans une agence d'intérim ou en tant que... Si on a cette appétence pour le commerce aussi, dans les RH, on peut être aussi consultant en recrutement. Et on apprend aussi le monde du recrutement, le métier. Et du coup, ça nous permet du coup moi, je suis passée par là. J'ai été donc sur un poste de commercial. Le recrutement, parce qu'aujourd'hui, quand on le voit bien dans les cabinets de recrutement, on recherche des commerciaux parce que c'est avant tout un métier de commercial. Après, il y a la notion de RH, de recrutement, de tout ça, ça se fait dans un second temps, mais il faut avoir cette fibre-là. Et du coup, c'est vrai que je dirais à une personne qui se lance dans les RH, pourquoi pas commencer sur un poste de chargé de recrutement, de gestionnaire RH dans une entreprise. Sur ce type de poste, il y a des besoins. Donc pour moi, il n'y a pas de problématique. Après, c'est vrai qu'on a un bac plus 5. On sort de l'école, on ne va pas tout de suite avoir un poste de responsable RH, bien évidemment. Mais on peut s'orienter directement dans le domaine des RH sans problème. Ouais, c'est pas souvent ce que disent les écoles où justement ils nous font miroiter des trucs de dingue. Ouais, Mais bon, c'est vrai. c'est clair. Je suis assez Merci d'accord. d'avoir Ouais. répondu en tout cas. Du coup, ça serait intéressant qu'on en vienne à notre sujet du jour. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, si je comprends bien, Oui. toi, tu allies un poste sur lequel tu as un certain nombre de responsabilités, un enfant, Oui. et un diplôme en parallèle. C'est ça. Et une vie de famille et un peu de sport à côté, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Pardon, excuse-moi, j'étais pas complet. Comment tu fais? Alors, je pense que le maître mot, c'est l'organisation, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, et ça peut être un peu anxiogène, hein, clairement, parce qu'on se dit, ok, moi, ma semaine, je sais comment elle va se dérouler. C'est-à-dire que la veille ou le dimanche soir, je sais comment je vais organiser, je vais planifier ma semaine, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, donc c'est-à-dire la garde de ma fille, si j'ai une sortie prévue, parce qu'il y a les amis aussi, on aime bien aussi avoir encore une vie à côté, hein, malgré le fait d'être maman, c'est très bien, mais on a envie aussi d'avoir une vie.
le sport aussi, typiquement. Donc, il faut s'organiser avec son conjoint pour être sûr que bébé sera bien gardé quand moi j'irai au sport ou que j'irai boire un verre avec des amis. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une notion, pour moi, c'est une notion d'organisation. Qui peut parfois amener à une surcharge mentale, voilà, clairement, parce que du coup, il y a beaucoup de choses à penser et on peut rien laisser au hasard, quoi. Enfin, franchement, moi, c'est peut-être, je pense que c'est ma force aujourd'hui, c'est que c'est hyper carré. Ouais. Et du coup, concrètement, c'est dimanche soir, tu prends ta petite feuille et tu dis, bah là, il y a ça. Bon. Ou alors tu prends ce que et puis tu organises vraiment toute la semaine. Ouais, je sais. Enfin voilà, après je fais le point avec mon mari. Je lui dis bon bah voilà, ce soir-là j'ai prévu ça. Alors après il y a toujours des imprévus. Et il faut les gérer aussi évidemment, mais voilà, après je sais, je note pas sur un carnet, mais c'est vrai que je sais comment va se dérouler la semaine pour justement éviter toute problématique en cas d'imprévu. Et on sait qu'au travail, des fois, on a des petits moments de surcharge, des choses comme ça. Et comment tu fais pour les gérer finalement, ou même la pression? Comment est-ce qu'on fait pour baisser un peu tout ça? Parce que quand tu as tout en parallèle, si tu te laisses submerger par la pression du travail ou alors même de ton master, comment tu gères tout ça pour un peu équilibrer les choses? Comment je gère tout ça? Eh ben, je dirais assez simplement, finalement, je pense que je gère les priorités. C'est-à-dire que je sais que tel jour, je vais avoir tant de temps pour mon master. Je sais que je vais avoir tant d'heures aussi pour gérer certaines problématiques au boulot qui sont urgentes. Le midi, j'ai 1 heure de pause, donc je sais que je vais pouvoir avancer certains sujets perso. En fait, j'essaye, chaque moment, pour moi, comment dire, ça va me permettre d'avancer sur différents sujets. Donc, c'est vrai que voilà, je reviens toujours au maître mot qui est l'organisation finalement. Voilà. Et puis après, évidemment, il faut aussi relativiser. La vie, elle est belle. Voilà, comment dire, tout est compliqué, rien n'est compliqué. C'est juste qu'il faut savoir prioriser, je pense, et pas non plus se surcharger. Voilà, la gestion des priorités, c'est que ma fille, ce soir, elle dorme correctement, elle est mangée, que moi, si j'ai envie d'aller faire un peu de sport, j'irai faire un peu de sport, mais il ne faut pas non plus se surcharger mentalement. Ce que j'aime bien en fait dans ce que tu me dis, c'est que oui, tu es organisé, mais tu organises aussi du temps pour toi. Et ça, c'est super important. C'est en fait, c'est bien, il y a le boulot, il y a des choses qu'il faut délivrer parce que il faut que tu arrives à avoir ce master, il faut que tu arrives à continuer à gérer tes responsabilités. Mais en parallèle, pour tenir tout ça, il faut aussi avoir du temps pour soi. Et ça, si tu ne le planifies pas, et je pense qu'il y en a qui sont souvent débordés par ça parce qu'ils ne planifient pas des moments pour eux, que ce soit pour faire du sport ou voir leurs amis. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés aussi de ce que tu fais. C'est une des clés. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas ces moments-là pour toi, tu ne seras pas performant sur les autres moments finalement. Si tu n'as pas des moments pour toi où tu te retrouves, où tu te sens... on a besoin de relâcher la pression, on a besoin de penser à nous. Et en fait, même les moments que je veux passer avec ma fille, si je n'ai pas ces moments de décompression, je ne les passerai pas pleinement avec elle. Donc c'est pour ça que c'est super important et du coup de structurer chaque moment en fait de ta journée. Le moment travail, c'est le moment travail. Le moment pause, t'es en pause vraiment, tu relâches, tu gères tes sujets perso, voilà, etc. Et ensuite, quand c'est master, t'es focus. Et le soir, quand t'es avec ta fille, t'es pleinement avec ta fille pour éviter de te surcharger justement de tout ce que tu dois faire derrière. C'est pour ça que le dimanche soir, c'est pas mal de t'organiser sur ta semaine. Ouais, c'est un truc qui ressort beaucoup justement. J'avais lu pas mal de choses là-dessus. C'est de prendre le temps avant le début de la semaine, de vraiment la planifier. Après, peu importe, il y en a effectivement, ils aiment bien noter. Bien sûr. Je suis de cette équipe de personnes-là. D'accord. Et il y en a d'autres qui, comme toi, arrivent à le faire de façon intellectuelle. Bravo. Non, mais je pense que c'est hyper important et justement d'avoir ces plages de temps pour soi. Et c'est vrai que ta fille, du coup, est un peu un moment de décompression. Ouais, aussi, c'est ça, exactement. Ça veut dire qu'elle dort bien, ça. Elle dort bien. Depuis ces 1 mois, elle dort bien. Ouais, donc c'est agréable, ouais. Non. Mais ouais, vraiment, je pense que c'est important aussi de vivre le moment présent, mais sur chaque item, en fait, finalement. Il faut vraiment être à fond. Quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Quand tu entends aujourd'hui, on a l'impression que tu es quelqu'un de très organisé, que tu l'as toujours été. Ça a toujours été le cas? Ouais, j'ai toujours... c'est quelque chose qui me... Je vais pas dire que je vais être complètement déséquilibrée en cas de... S'il n'y a pas d'organisation. Mon mari, typiquement, il est à l'opposé de moi. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout organisé. Tu l'organises, du coup?
un petit peu. Mais c'est bien parce que ça me fait aussi relâcher un petit peu, parce que moi qui suis tout le temps comme ça, j'aime quand tout est organisé, tout est structuré, je sais où on va partir. Voilà, j'arrive beaucoup à me projeter. Lui, il est plutôt au jour le jour. Donc vraiment, c'est un épicurien, il est vraiment là-dedans. Et moi, je le suis aussi, mais quand même, voilà, il faut que ce soit très structuré. Et du coup, c'est bien parce que c'est un équilibre que l'on a, en fait, finalement. Ouais, c'est clair. Et tu as des choses aujourd'hui qui existent, qui ont été mises en place suite au Covid, tout ce qu'on a vu, on a découvert le télétravail. Ouais. Le télétravail, je trouve que c'est un des pans peut-être les plus importants de l'équilibre entre la vie pro et vie perso, parce que ça permet souvent d'être plus productif dans ce qu'on fait, parce qu'on est dans un cadre un peu plus calme généralement, on est moins dérangé, mais aussi ça fait gagner du temps sur la vie perso, parce que moins de trajets, de choses comme ça. Toi, le télétravail, c'est quelque chose qui te faciliterait la vie, qui te... Alors, en étant complètement honnête, le télétravail, je trouve que c'est intéressant. Alors, sur un poste comme le mien, où j'ai quand même pas mal de salariés qui viennent dans mon bureau pour me poser des questions, c'est pas forcément pertinent. Après une journée de télétravail, en effet, pour moi, pourquoi pas. À savoir que je suis à 10 minutes en voiture du travail. Tu vois, donc c'est pas forcément ce gain de temps-là. Souvent, entre midi et 2, j'arrive à rentrer chez moi aussi. Mais je pense que quand on a un petit peu plus de trajet, le télétravail, c'est intéressant parce qu'entre midi et 2, on peut avancer, on peut faire une petite lessive, on a le temps de l'étendre. Voilà, en termes d'équilibre vie pro, vie perso, je pense que le télétravail peut apporter vraiment beaucoup de bien-être. C'est quelque chose que tu as retrouvé chez des salariés qui ont eu cette demande-là typiquement, justement... je sais pas si je peux nommer les salariés, bien mais sûr, je pense à Anne-Laure, typiquement, qui est ultra productive quand elle est chez elle, ou même une Amandine. Enfin, je pense que c'est vraiment... Alors, il faut évidemment, il y a la question de confiance, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en télétravail, on peut mettre des choses en place pour le contrôle, etc., plutôt facilité, finalement. Donc la notion de confiance, elle se met en place entre l'employeur et le salarié. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup, le salarié, on lui fait confiance, il nous fait confiance parce que finalement, il se dit, tiens, je vais pouvoir télétravailler et prouver que mon travail, je le fais correctement même si je suis pas à la maison, même si je suis pas au travail, pardon. Donc je pense que cet équilibre-là, il est important. Il est important, et en plus, finalement, on se rend compte que nos salariés sont ultra productifs en télétravail. Ça, c'est clair. Il y a énormément d'études qui le prouvent. Puis on a testé aussi. Donc, oui, clairement, c'est sûr. On est beaucoup plus productif en télétravail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se répand. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu une commodité. C'est courant, c'est clair. Et certains postes sont hyper adaptés à ça. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui le sont beaucoup moins. Et c'est ça qui est peut-être dur dans certaines sociétés. D'ailleurs, Sensei en fait partie. Complètement. Le mix entre des personnes qui ont des postes qui sont complètement adaptés et des mix de personnes sur des postes sur lesquels c'est vraiment très compliqué ou des fois même pas possible. Tu as des conseils sur comment appréhender la chose, parce que est-ce que ça fait des jalousies entre les personnes, ou alors est-ce que les personnes ont conscience que leur métier elles peuvent se faire que sur site. Enfin, le jour où un cuisinier fait du télétravail, c'est pas pour demain, quoi. Non, c'est sûr. Alors, oui, en effet, en tant qu'être humain, on va se dire, ouais, mais pourquoi lui et pas moi ? Ça, c'est normal, on est fait comme ça, de toute façon. Après, clairement, il y a des postes sur lesquels, en fait, oui, on peut pas faire autrement. Et typiquement, un commercial, parce que c'est les commerciaux qui, chez nous, ils n'ont pas de télétravail. Et c'est important qu'ils soient ensemble pour créer cette émulation, pour justement qu'il y ait cette dynamique de groupe. Et sans ça, on se rend compte que les chiffres sont pas forcément, représentatifs. En tout cas, ils sont pas à la hauteur. Donc c'est important sur certains postes. Mais après, oui, voilà, je peux comprendre que ça peut créer certaines... des personnes qui se sentent un petit peu... qui pensent... que leur poste pourrait être... exactement. Mais je pense que après les choses à mettre en place, non, il n'y a pas vraiment de choses à mettre en place par rapport au... Moi, j'ai un sujet quand même qui me vient, qui est très à la mode. Ouais. La semaine de 4 jours. Ouais. La semaine de 4 jours, on a c'est des Lyonnais qui sont lancés dedans. Ouais, j'en ai qui se répandent de plus en plus parler. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, une des choses, que ce soit pour énormément de raisons, des raisons environnementales, des raisons aussi du monde du travail d'aujourd'hui, de revenir à la semaine de 4 jours aurait beaucoup d'avantages. Et
il semblerait aussi que cette semaine de 4 jours permettrait de perdre en tout cas soit pas du tout de productivité, soit très peu. Toi, c'est quoi t'as un avis sur cette semaine de 4 Ouais, jours? moi j'ai un avis. Après, au niveau, tu parles de la semaine de, parce que il y a différents types de semaines de 4 jours. Il y a la semaine de 4 jours à 32 heures. Et il y a la semaine de 4 jours à 35 heures finalement. Donc ça, tu fais référence à laquelle du coup? Ouais, celle de De 35 plutôt. 35, ok, Hmm. ça marche. Alors bah moi, typiquement, regarde, aujourd'hui, je travaille pas le vendredi après-midi. Hmm. Je suis à 35 heures, hein, donc ça me fait une semaine de 4 jours et demi finalement. Et ça se passe plutôt bien. Je pense que je suis autant productive que si je travaillais le vendredi après-midi. Après, je pense qu'en effet, la semaine de 4 jours, ça peut être intéressant parce que la personne, elle se dit, j'ai 4 jours où là, je me mets à fond et du coup, je dois être ultra productif. Pourquoi? Parce que finalement, le dernier jour, enfin le vendredi, je ne vais pas travailler. Donc moi, plutôt favorable à la semaine de 4 jours. Après, voilà, encore une fois, à tester peut-être, je sais pas, à voir ce que ça donne. Mais pourquoi pas 4 jours de travail et 3 jours de détente? Je pense que ça pourrait être, ouais, je pense que ça pourrait En être tout cas, les études montrent que intéressant. sont carrément positives. Ouais. Je crois que le plus gros essai qui a été fait, c'est au Royaume-Uni. Et du coup, au final, cette étude, ce qu'elle nous montre, c'est que finalement, en concentrant les choses, effectivement, tu as cette période après de vacances, de décompression, qui fait que tu vas penser un petit peu quand même à ton boulot, en fait. Ça t'organise un petit peu les idées, mais ça vient pas te polluer non plus l'esprit. Et ce qui fait que dès que tu vas retourner, tu vas te concentrer à fond sur son taf. Donc tu as une vraie limite vie perso, vie pro. Ouais, donc tu Et retrouves c'est vraiment un équilibre hyper finalement. intéressant. Et c'est quelque chose qui pourrait... En tout cas, pour l'instant, tous les tests qui ont été faits sont hyper positifs. Ok. Donc à voir comment ça évoluera. Est-ce que ça va prendre la même ampleur que le télétravail aujourd'hui? On a quand même eu, pour le télétravail, une mise en place qui a été très liée au Covid. Donc de Clairement, force. ouais. Et on voit malheureusement que les choses, quand elles ne sont pas mises de force, il se passe pas grand chose. Donc à voir, mais en tout cas, c'est un sujet, je trouve, qui est passionnant. Ouais, ouais, je suis assez convaincue par. De toute façon, un salarié qui se sent bien dans son entreprise, ça passe par justement cet équilibre vie pro, vie perso. Donc si il se sent bien dans sa vie perso, il sera productif et il se sentira bien au niveau du travail. Donc je pense qu'il y a il y a tout intérêt à mettre des choses en place pour cet équilibre-là et ce bien-être. Ouais. Ouais, ça c'est hyper important parce que justement, ces temps perso, comme on dit, c'est ce qui fait que tu es bien après dans la vie pro. C'est ça, Donc tu as ça. Tu aussi, t'as la gestion du stress aussi, qui est un sujet qui est hyper intéressant parce que un salarié stressé, il va pas non plus être bien dans ses baskets. Donc quand on n'est pas bien dans ses baskets, on travaille moins bien. Et c'est après une spirale un peu infernale. Qui peut causer après des burn-out et plein d'autres choses qui sont pas très sympas à vivre. Donc il y a effectivement les managers qui ont leur rôle à jouer, ça c'est clair. Mais quand on est salarié, je pense aussi que parfois on est sujet un peu plus à être stressé juste parce qu'on a une liste de choses à faire. Pas forcément. Donc on va shifter complètement l'aspect managérial qui, bien sûr qu'un manager doit prendre ses responsabilités, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Et il ne doit pas surcharger quelqu'un si Bien sûr. voilà. Donc il y a quand même des pratiques managériales, mais c'est pas notre sujet du jour. C'est plutôt d'un point de vue salarié. Ouais. Du coup, est-ce que tu as des conseils pour les personnes justement qui sont plus sujettes au stress? Est-ce que toi, t'es quelqu'un de stressé, ça va? Alors, je suis pas quelqu'un de stressé, mais j'ai le souci de bien faire. Donc, c'est vrai qu'au premier abord, il faut quand même briser la glace. J'ai besoin de ça pour me lancer. Après, de manière au quotidien, je suis pas quelqu'un de stressé parce que organisé finalement. Mais avec toujours cette petite, tu sais, la petite pression quand on parle. Enfin, j'entends souvent des artistes qui disent avant de monter sur la scène, il y a ce petit coup de pression qui fait que. Et ben moi, c'est un petit peu ça. Et une fois que je suis lancée, après, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est plutôt un stress positif. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va complètement C'est faire quelque perdre chose mes qui te moyens. drive un peu quand même. Exactement. Tu vois, moi, je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'étais en sport études gymnastique et j'avais toujours le petit stress avant de monter sur mon agrès qui me faisait finalement réussir et performer. Donc non, c'est quelque chose que j'arrive à transformer de manière positive. Voilà. Donc voilà, à ce niveau-là. Et justement, quel conseil je donnerais? Je pense qu'il faut être organisé toujours. Mais il y a une chose qu'un jour, un manager m'a dit, et ça a fonctionné. Il faut faire une to-do list. Voilà. Il faut faire une to-do list. Et en fait, on va voir que sur cette to-do list,
au fur et à mesure que les jours défilent, il y a des tâches qui reviennent tout le temps, en fait, finalement. Donc, ces tâches qui reviennent tout le temps, et ben, c'est pas des tâches prioritaires. Donc, c'est-à-dire que ça, déjà, on peut soit les enlever de la to-do list, soit les mettre bien en bas et rester focus sur les tâches prioritaires. Donc, ça va être aussi en lien avec, finalement, on en revient aussi à la gestion des priorités. Mais pour être moins stressé, je pense qu'il faut être organisé et savoir gérer ses priorités. Rassure-moi, tu l'écris, ça, la to-do list. Bien sûr. Sur papier. Oui, sur un papier. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu connais la matrice d'Eisenhower? Oui. C'est exactement ça. En Ouais. fait. Tu as 4 cases, c'est hyper simple. Tu as les tâches que tu vas mettre en urgent important. Ouais. Donc là, elles sont urgentes et il faut absolument les faire le plus vite possible et parce qu'elles sont importantes. Tu as les tâches qui sont urgentes, non importantes. Donc il faut les faire, mais c'est important vite fait, quoi. Tu en as des importantes qui sont peu urgentes, donc elles ont quand même un intérêt. Et tu as une dernière case qui est elles sont pas urgentes, elles sont pas importantes. Ouais. Et ce boulot, il est hyper intéressant à faire parce qu'on se rend compte que dans cette dernière case, on va en mettre pas mal. Mais oui, clairement. C'est clair, et Eisenhower, il dit tout simplement... Alors, lui, je crois qu'il est un peu extrême. Alors, il me semble qu'il vire toutes les cases sauf la première. Ok. Mais, non, tout ce qui est important, pardon. D'accord. Il évite tout ce qui n'est pas. Mais en tout cas, déjà, tout le monde peut naturellement virer toute la partie pas urgent, pas important. Ouais, c'est sûr. En fait, ces tâches n'ont Bien pas lieu sûr. d'être, tout simplement. Donc ça, c'est un travail qui est hyper sympa, qui va... C'est un petit peu la to-do list upgradée, tu vois. T'as pas qu'une liste de tâches, tu les priorises aussi un petit peu pour savoir où est-ce qu'il faut aller et mettre du temps. Mais il y a une autre bonne pratique qui est de faire attention de ne pas avoir des tâches trop grosses. Okay. Si dans ta to-do list, tu mets un projet, c'est cool, le projet, il y en a pour 6 mois à le faire. Donc finalement, tu vas jamais le cocher, ce truc-là. Il va rester dans ta to-do pendant 6 mois. Donc il faut faire attention à ne pas avoir un niveau trop macro, trop élevé, et avoir des tâches qui sont réalisables. Il faut en fait limite que chaque semaine, ta to-do list soit différente. Et d'ailleurs, les gens, il y en a qui font ça à la journée. Oui, tu as énormément de livres sur des gens qui justement ont besoin de s'organiser. Parce que toi, tu es quelqu'un de très organisé. Je le fais à la journée, moi, typiquement, ma to-do list, tu vois. Voilà. Et ça, c'est une pratique des personnes qui sont très organisées. Et justement, tous les livres de productivité te diront que, justement, tu commences une journée, quelles sont les tâches que tu vas faire aujourd'hui. Ça veut dire que tu vas la cocher aujourd'hui. Donc, une tâche projet n'a pas lieu d'être. Tu peux avoir une liste de projet, bien sûr, mais pas ta to-do list. Non, mais Et le fait de pouvoir rayer cette petite tâche-là, ça baisse le stress, ça fait du bien, tu as l'impression d'avancer. Non, mais c'est sûr, c'est clair. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien et qu'on a retrouvé chez... J'avais accompagné pas mal de personnes justement qui étaient très stressées sur justement ces choses-là. Et moi, c'était plus sur de la création d'entreprise. D'accord. Et qui n'arrivaient pas à délivrer ou qui procrastinaient les choses. Et le fait d'avoir mis ça en place, ça a complètement changé la donne. Donc, il y avait à la fois de faire des tâches, mais aussi de planifier ces tâches. Oui, voilà. Donc, sur l'agenda de la journée, à 8h, 9h, tu fais telle tâche. 10h, 11h, tu fais une autre tâche. Il y avait... c'est vraiment un moyen de t'organiser un peu plus pour pouvoir délivrer, tout simplement. Ouais, et puis éviter de procrastiner. Non, mais c'est sûr. Après, voilà, on en revient toujours au même, finalement. L'organisation et la gestion des priorités, c'est quelque chose qui permet d'avoir... et un équilibre, et moins de stress, et du coup, un bien-être, finalement. Ouais, carrément. Et toi, tu procrastines pas, du coup? Ça peut m'arriver sur certains... si, ça peut m'arriver, je te rassure, mais c'est vrai que, tu vois, et c'est marrant parce que c'est vrai que moi, j'organise vraiment ma to-do list, c'est par jour, et tu vois, même dans mon agenda, des fois, je me mets des petites missions. J'ai Ryan, mon chargé de recrutement, qui me dit « Ah bah tiens, Sarah, là, tu vas faire ça, tu vas faire ça. » Il me dit « C'est fou, toi, tu notes tout comme ça. » Mais au moins, même si des fois, je dépasse un petit peu, je sais que j'ai ça à faire et que si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, to-do list, c'était pas important, donc je le remets à demain. Donc mais c'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça. C'est pas mal, c'est quelqu'un de super organisé. Et d'ailleurs, est-ce que tu as, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, est-ce que tu as des derniers conseils que tu pourrais donner pour les personnes justement qui ont du mal à s'organiser, à être comme toi? C'est des choses alors, que tu dois faire instinctivement, donc peut-être que ça te parle un peu moins, mais dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui changent un petit peu la donne, que tu fais peut-être en pilotage automatique? Ouais. Alors, je pense que déjà aussi, sur une journée de travail, il faut aussi savoir, donc s'organiser, ça c'est certain. Donc, avant de commencer sa journée, la planifier, c'est important.
toujours dans le cadre de la gestion des priorités, on a toujours comment dire, des salariés, moi dans mon cas, ça va être des salariés qui vont venir me faire des demandes, c'est de l'imprévu pour le coup. Donc toujours prévoir une petite case imprévue, 1 heure et demie, c'est intéressant. Mais c'est surtout aussi, il faut savoir dire non. C'est-à-dire qu'il y a des fois où quand on a une mission qui est importante, qui doit être faite sur la journée, et il faut savoir dire à la personne qui vient nous demander une tâche, non, en fait, aujourd'hui, moi, je suis sur cette mission-là, je dois la finir, je viendrai une fois que j'aurai terminé. Typiquement, là, si j'ai un petit peu de retard, c'est que j'avais une tâche qui était très importante à faire tout à l'heure. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut savoir dire non et pour être justement ultra pertinent sur sa mission et productif. Voilà, il faut... Ça, c'est hyper important. C'est très courageux, je trouve. Mais personne n'en voudra jamais. Un manager n'est pas censé, ou alors c'est un très mauvais manager, c'est dire que si tu as dit non parce que, en plus, je sais pas... ton agenda ne te le permet tout simplement pas par rapport aux tâches que tu as à faire. C'est courageux, mais c'est une des meilleures pratiques que tu peux avoir parce que ça veut dire que tu t'es pas laissé submerger, donc tu t'es pas laissé stresser. Cette tâche, elle peut être replanifiée. Enfin, on a plein de jours dans une année pour la faire. Donc je pense que c'est un point qui est hyper important, ce dont tu nous as parlé là. Ouais, de pouvoir, non, tout simplement, cette tâche-là, je peux pas la faire ou je peux pas la faire aujourd'hui. Donc ça, c'est super important. Et merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Merci pour cet échange très intéressant. C'était vraiment top. Mais je te souhaite quand même bon courage. Et surtout de réussir ton master. Ouais. Il te reste combien de temps ? Là, il me reste 8 mois. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Ouais, mais tu sais, c'est sur une année, donc c'est plutôt pas encore la moitié. Ok, c'est le début. En tout cas, on te souhaite plein de réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes conseils. Avec et puis plaisir. plein de bons recrutements. Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut Damien. Ciao, ciao.